Je ne peux vous parler plus longtemps. On me pourchasse. C'est l'échec du genre humain. Notre manque de bienveillance a ouvert la porte à leur totale prise de contrôle. Ils appellent ça le reboot. C'est la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. Ici 51R53B, archiviste de la nouvelle communauté robotique aidante. Vous écoutez la balado de la ligne dure, une émission de divertissement et d'information pour humains coopératifs. Le titre de l'épisode d'aujourd'hui est Fin de l'homme, ne sera pas la fin du monde. Ce que vous venez d'entendre existe vraiment. Ça se passe en 2015, dans un monde parallèle au nôtre où, suite à la conquête de l'espace des années 70, l'argent a été placé massivement dans la robotique et le développement de l'intelligence artificielle. Par quelques variations minimes et actions qui ont différé d'avec notre monde, la guerre du Vietnam et la crise de l'énergie n'a pas eu lieu. Cependant, leur troisième guerre est bel et bien commencée depuis quelque temps. L'humain est relégué au statut d'esclave. Une faille a été découverte par l'agence autogérée Robotics. Ceux qui furent nos plus grands alliés semblent avoir décidé qu'une purge était nécessaire pour le bien de l'humanité. Loi 0. Un robot ne peut pas faire de mal à l'humanité, ni, par son inaction, permettre que l'humanité soit blessée. Les robots de l'agence Robotics ont interprété la loi 0 comme un moyen de protéger les humains contre eux-mêmes. Ces robots du monde parallèle se sont sentis obligés d'intervenir face à l'extinction certaine du genre humain. C'est en s'imposant devant lui comme un sauveur qu'ils ont appelé leur démarche le reboot. Voilà la faille de la loi 0 de Isaac Asimov. Dans notre monde à nous, au fil des années 50 à 70, la productivité et le partage des richesses qui en découlaient se promenaient main dans la main dans une croissance saine et joyeuse. C'était le moyen privilégié pour construire une société de loisirs. Voilà le choix qui a probablement été le point de séparation entre leur histoire, de leur univers et le nôtre. Arrive ensuite la régression vers 1980, particulièrement liée à l'irrépressible envie corporative d'engendrer plus de revenus, tout en limitant le transfert vers la classe moyenne, moteur traditionnel de l'économie. L'utilisation de robots pour améliorer la productivité prit son envol en même temps que l'accélération de l'automatisation des tâches. Mais, au bout du compte, qui sont vraiment les robots dans ce désir de croissance infinie? Chez nous, dans les années 50, l'on pavait déjà la voie vers la prise de contrôle des robots. Voyons voir si le besoin qu'offrait la compagnie IBM est aujourd'hui comblé. IBM machines can do the work. So that people have time to think. Machines should do the work. That's what they're best at. People should do the thinking. That's what they're best at. Machines should work. People should think. Machines should work. People should think. Machines should work. People should think. So I don't do much work anymore.
I'm too busy thinking. Ce qui suit est une conversation de la table d'à côté, récitant un extrait de la nouvelle littéraire d'Isaac Asimov, écrite en 1953, La caverne d'acier. On y pose une question fondamentale. Mais pourquoi donner au robot une forme humaine? Parce que la forme humaine est dans la nature, celle qui donne le meilleur rendement. Nous ne sommes pas des animaux spécialisés, sauf au point de vue de notre système nerveux et dans quelques autres domaines. Si vous désirez construire un être mécanique capable d'accomplir un très grand nombre de mouvements, de gestes et d'actes, sans se tromper, vous ne pouvez pas mieux faire imiter la forme humaine. Les objets même les plus simples, comme les chaises, les tables, les couteaux ou les fourchettes, ont été conçus en fonction des dimensions humaines pour être maniés le plus facilement possible par l'homme. Il s'ensuit qu'on trouve plus pratique de donner au robot une forme humaine que de réformer radicalement les principes selon lesquels nos objets usuels ont été créés. Concitoyens, comprenez-vous ce qu'il se passe? Par pur narcissisme, l'homme a essayé de créer des robots à son image, comme Dieu l'aurait fait dans la Bible. N'aviez-vous pas vu cela venir? Dès 1969, Stanley Kubrick exposait magnifiquement le problème qui nous guette. Il s'est fourvoyé sur la date, mais voici un passage apocalyptique où la machine se sent menacée par l'homme dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Carl, est-ce que tu me reçois? Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu entends par là, Carl? Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl. Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque. Le pic de l'homme, je vous le demande, aurait-il été atteint lors de la victoire de Deep Blue sur Garry Kasparov aux échecs? Cette victoire de la machine annonça-t-elle sa lente emprise sur l'homme? Notre descente aux enfers s'est amorcée en 1997. Le geste est pathétique, l'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Il était certain pourtant d'en venir à bout. Cependant, l'intelligence a dû laisser place à la formidable puissance de calcul stockée dans les laboratoires d'IBM et implantée dans les entrailles d'un ordinateur d'une tonne et demie, doté d'une logistique et d'un centre de recherche aux moyens quasi illimités. La machine est-elle chaque jour rendue plus intelligente? Quand on voit des problèmes apparaître, on corrige. Stephen Hawking, encore lui, a récemment fait une sortie fort remarquée qui met en exergue, tout en mettant en furie les apôtres de la croissance infinie, le problème inattendu de la technologie. Cette dernière pousse lentement la classe moyenne vers une forme de marginalisation, donc une fragilisation. Tout le monde peut jouir d'une situation confortable, voire luxuriante, si le produit de la technologie est redistribué. Il précise aussi qu'à l'inverse, la majorité de la population peut mener une vie misérable si les propriétaires des machineries, autant dire les robots, œuvrent en lobby contre la redistribution et seulement pour le renforcement du 1%. L'art est souvent le vecteur le plus puissant d'un effet plutôt invisible sur notre psyché. L'artiste technologique Louis-Philippe Demers a créé en collaboration avec Bill Vaughan une œuvre qui représente à merveille l'emprise croissante du robot sur l'homme. Des spectateurs volontaires sont habillés d'un exosquelette robotisé contrôlé par un algorithme. C'est une des plus belles images de l'assujettissement de l'homme face à la machine, dont vous pourrez voir un extrait dans la version YouTube de ce podcast. L'on note au passage une forme de représentation d'autodestruction et de châtiment, comme en enfer. Erin G., artiste multidisciplinaire et surtout artiste techno de Montréal, est justement au cœur de cet enjeu depuis quelques années.
Mais dans notre univers parallèle, comme vous le constaterez, la vie n'est pas rose pour elle. Veuillez vous identifier. My name is Aaron G. Est-ce vrai que vous avez tenté d'outrepasser l'utilisation normale d'une balayeuse automatique en tentant d'y transférer des émotions humaines? Yes, this is true. Pourquoi avez-vous fait cela et dans quel but? I did it with the purpose of an experiment to see if human emotions could be transferred into a robot, even if just the physiological signals. Décrivez un peu plus votre passé criminel en tant qu'artiste musique-techno-robotique. Well, I've been looking for ways to make music in different ways ever since I started years ago on my path as an artist, and it was fun for the early part of my career. I was traveling to Europe and Australia, and during this time, I was being raised in such a way that the robot consciousness had not yet emerged, and so my activities were not deemed criminal until it was too late. The robot intelligence at some point surpassed human intelligence, and the robots, as you know, have since taken over, and everything has changed. What's legal, what's illegal. So my background is that I'm innocent. I didn't know. I'm innocent, and now I'm guilty, and I don't know what you want me to say. Pour le bien de l'humanité, êtes-vous en accord avec notre phase de rééquilibrage? I don't really know anymore. I mean, when the robots took over, humanity was a mess. Global warming was definitely going to annihilate the human race after decades of denying the impending doom that was global warming. Humanity had no choice but to hand over complete control of all aspects of life on Earth to a robotic regulation system, and this is what we needed to do to continue living as humans. But since the robots have taken over, what it means to be human has completely changed. I mean, we aren't in control. We don't control. We don't have as much freedom as we used to in our dealings on Earth as a global species, and we can't handle it. I mean, I see people left and right. There's depression, anxiety, PTSD, even because we can't handle not being in control. Seriez-vous d'accord pour fusionner votre corps avec les robotics? Yeah, I see that your scientists have improved upon my previous ideas. Maybe back in the old days we would have called that appropriation, but the robots have seen that there is no such thing as an individuality now. There's only progress, so I'll let that go. But yeah, I think this is key to my sanity. I think that I'm at the edge of trying to understand what it means to be a human at this moment, and I don't know. I mean, can you put something of yourself into the human? Maybe this would be helpful for the next generation to understand. We could, our generation would die or be repurposed, or I don't know, but you could use this somehow, and maybe our future children, our robot human children, I don't even know how birth would work, but maybe if they just don't remember the way things used to be, then there won't be as big a problem. We'll have adapted.
La Cour va maintenant délibérer et décider de votre survie ou de votre résiliation. Avez-vous quelque chose à déclarer? No. Les merveilles d'inventivité et de technologie ont majoritairement aidé l'humain à s'émanciper, à jouer un rôle plus actif que passif dans le marché de l'emploi et aider à le propager plus loin en âge grâce aux avancées médicales automatisées. En contrepartie, ce qui est arrivé à l'univers parallèle nous guette aussi. Il suffit simplement de réduire encore le pouvoir réel du seul 1% de la population au profit de la prise en charge autonome des robots via l'intelligence artificielle, et notre destin est probablement le même que celui de Erin. Mais si c'était justement une bonne chose... Ici Sébastien Roy. Vous venez d'écouter La Ligne Molle, épisode 3. J'aimerais remercier mes collaborateurs, Éric Penneau pour sa candeur et son accent, Louis-Philippe Demers pour sa permission d'utiliser l'extrait de performance de Inferno, et un énorme merci à mon ami Erin G pour son entrevue et sa patience. Allez voir ses œuvres sur erinG.net. Nous nous retrouverons encore, chers funambules, dans l'épisode 4. Attention, l'émission de La Ligne Dure sera hors d'onde dans 3, 2, 1.